Bonjour à tous et bienvenue sur Act Match, sur la plateforme Act Match. Mon nom est Marine Giraud. J'ai créé la plateforme Act Match pour permettre aux entreprises qui sont dans l'innovation, qui ont développé des nouveaux produits, procédés ou services innovants, de pouvoir présenter leurs démarches et leurs produits et services auprès d'un auditoire conséquent et ciblé. Donc, j'utilise l'outil du web séminaire et surtout, j'utilise la prescription des réseaux d'innovation qui, eux, savent à qui peut servir l'innovation. Et j'en profite donc pour remercier trois réseaux qui sont Plastipolis, Elastopol et Sporaltech, qui ont relayé le séminaire d'aujourd'hui auprès de leurs adhérents, puisqu'ils considéraient qu'il y avait un intérêt pour que ces adhérents soient sensibilisés sur le sujet du jour. Donc, merci à vous d'être là ce matin. Vous avez certainement beaucoup d'autres choses à faire dans vos activités respectives. Donc, on est très heureux que vous soyez là avec nous. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à la réglementation REACH dans les projets FUI. En fait, ce séminaire fait suite à un premier séminaire qui a été organisé fin novembre avec BeReach, où on était plus large dans la discussion sur la réglementation. Et on a souhaité aller un petit peu plus loin dans le détail et parler de REACH dans le cadre des projets FUI pour sensibiliser les porteurs de projets pendant le montage du dossier à la réglementation et à comment faire pour faire en sorte qu'à l'issue du projet, eh bien, les nouveaux produits qui sont développés soient conformes à REACH et qu'ils puissent sortir sur le marché. Donc, pour discuter aujourd'hui de ce sujet en vue donc de l'appel à projet, le 24e appel à projet, je crois, c'est la deadline, c'est fin avril. Donc, nous accueillons aujourd'hui Céline Brunon, qui est à ma droite, qui est responsable des projets R&D chez Sciences et Surface. Donc, Céline. Bonjour. À sa droite, Delphine Pavon, qui est également chez Sciences et Surface, qui est ingénieure d'analyse et expert chimie métallurgie, analyse à la Cour d'appel de Lyon. Bonjour Delphine. Et puis, on aura également Charlotte Thévenet de Plastipolis qui va intervenir en duplex depuis Oyonnax pour présenter les projets Plastipolis. Bonjour. En lien avec la réglementation REACH. Bonjour Charlotte, elle nous entend. Et puis, on finira avec Philippe Nérou, qui est co-directeur de BeReach et qui a développé une démarche d'accompagnement des entreprises sur la conformité à REACH. Donc, merci à tous d'être là ce matin. Alors, simplement, un petit point sur l'organisation. Donc, c'est un séminaire qui va durer 45 minutes, plus ou moins avec les questions. Vous pouvez à tout moment nous poser des questions via le module de chat que vous avez sur votre interface. Et puis, si jamais la vidéo ne s'affiche pas, vous pouvez recharger la page Internet. Souvent, ça permet de revenir à la vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer. Donc, je propose à Céline de prendre la main. Alors, je vais simplement partager l'écran pour afficher sa présentation. Voilà. Donc, Céline, tu es en ligne et ta présentation. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter la société Sciences et Surface, qui est une PME localisée à Écully, à côté de Lyon, qui réalise des prestations de services en analyse physico-chimique des surfaces et interfaces de tout type de matériaux. Alors, tout d'abord, notre présentation va s'articuler de la façon suivante. Nous allons vous présenter la société Sciences et Surface et ensuite, nous allons aborder des études de cas concernant notre apport dans la réglementation REACH. Alors, la société Sciences et Surface, c'est une société qui a plus de 30 ans d'expérience en analyse de surface industrielle. Nous proposons nos services dans l'industrie et également dans la recherche. Notre chiffre d'affaires de l'année dernière est de l'ordre de 2,1 millions d'euros. Nos clients sont principalement des clients francophones sur le marché européen. Nous possédons un parc machine de plus de 4 millions d'euros. Ces machines sont achetées toutes sur fonds propres. Actuellement, nous sommes une dizaine de salariés, dont 9 docteurs ingénieurs en matériaux et une comptable. Il faut savoir également que nous avons la certification ISO et l'agrément Crédit Impôt Recherche. Alors, au niveau de nos activités,
Essentiellement, on va dire 90% de nos activités sont réalisées dans la prestation d'analyse de surface, notamment pour des contrôles qualité, pour le développement de nouveaux matériaux, mais également pour des expertises type expertise en assurance, expertise judiciaire, etc. Nous avons également 2 fois par an des sessions de formation que nous proposons à nos clients. Ces formations abordent les techniques d'analyse de surface. Et enfin, 10% de notre chiffre d'affaires concerne les projets R&D type FUI, Rapide, ANR, etc. Nos domaines d'application sont vraiment divers et variés. Nous intervenons notamment dans l'automobile, la défense, les textiles, les emballages, vraiment dans tout type de domaine concernant les matériaux. Et donc, quand vous dites 10% du chiffre d'affaires sur les projets FUI, ça représente combien de projets par an dans lesquels vous participez? Alors actuellement, nous avons 6 projets FUI et c'est vrai que ça fait à peu près une dizaine d'années que nous participons à ce genre de projet et depuis 10 ans à peu près, nous avons à peu près 12-13 projets dans lesquels nous avons participé. D'accord. Type FUI. Par rapport au domaine d'application dont vous avez parlé, c'est assez représentatif. Alors, nous avons eu beaucoup de projets dans le domaine des textiles et le domaine des biomatériaux. Et ces projets nous ont permis de développer des méthodologies d'analyse qui sont maintenant proposées à nos clients dans le domaine de l'industrie. D'accord. Alors, au niveau de l'analyse de surface, vous avez plusieurs façons de procéder par la mesure d'énergie de surface, des tests de corrosion, etc. Mais ces mesures dites indirectes ne vont pas vous donner d'informations chimiques de la surface, où vous prenez vos pièces telles quelles et vous les analysez de façon à avoir une information chimique et moléculaire de surface, avoir également une information qualitative et quantitative. Au niveau des compétences, nous avons des compétences vraiment très appuyées depuis plus de 30 ans et nous appuyons également sur un réseau de compétences lyonnais. Alors, au niveau des moyens que nous possédons, alors je ne vais pas vous les décrire, mais sachez que nous arrivons à avoir une information chimique de l'ordre du premier nanomètre jusqu'à une dizaine de microns de profondeur. Les techniques que vous voyez à l'écran ici nécessitent de travailler soit en pression atmosphérique, soit sous vide. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous nous appuyons sur différents types de collaboration. Notamment, nous tenons toujours nos compétences à jour via les laboratoires universitaires, mais également, nous avons un fort réseau avec les pôles de compétitivité et bien sûr les industriels. Alors maintenant, nous allons vous proposer de vous présenter quelques études de cas dans le domaine de la réglementation REACH. Alors, ma collègue Delphine Pavon va vous faire l'introduction de ces études de cas. Donc, concernant la première étude de cas, il s'agit de la détermination de Chrome 6, qui est un élément quand même clé de REACH, notamment donc sur les traitements de surface de type chromatation, anodisation. Nous avons la technique XPS qui est une technique directe, comme en parlait Céline tout à l'heure. Il existe également une technique indirecte par colorimétrie avec dissolution du chrome 6 spécifique et après dosage du chrome 6. Nous, on analyse directement le traitement de surface par XPS. Cette technique permet la détermination de la différenciation du chrome 6, du chrome 3, qui correspondent à 2 degrés d'oxydation du chrome, sachant que REACH donc, interdit une teneur en chrome 6. Donc, possibilité d'identifier le degré d'oxydation du chrome si le traitement ne contient qu'une forme chimique. S'il y a un mélange, ça n'est jamais évident. Par contre, on peut avoir le dosage du chrome 6 uniquement si la teneur excède 10% du chrome total. Donc, il faut quand même une teneur assez importante en chrome pour déterminer qu'il s'agit du chrome 6 par cette technique-là. Et ça, c'est une demande récurrente de vos clients? Oui, récurrente, notamment avec la directive RoHS, oui, qui est également dans l'électronique. Donc, oui, c'est la demande phare de notre laboratoire.
la détermination et le dosage du chrome 6, qui est complètement interdit dans la directive RoHS et dans REACH. Oui, alors dans REACH, moi j'avais lu qu'effectivement c'était interdit, mais il y avait quand même une sorte de tolérance en attendant. Oui, tolérance en teneur pour trouver des traitements alternatifs. Là, je crois que la directive RoHS, c'est septembre 2017, il me semble. D'accord, donc ça va devenir de plus en plus prégnant. Ok. Donc voilà. Deuxième étude de cas, donc on peut également valider des procédés de nettoyage. Pareil, donc il y a des composés qui sont dorénavant interdits dans REACH, des composés fluorés avec du bore, des choses comme ça. Donc il y a des solvants palliatifs. Donc on détermine à la surface quels sont les composés qui sont présents. Est-ce qu'il y a des résidus de nettoyage, de détergent? Est-ce qu'on a bien nettoyé la surface? Donc voilà, on a une composition chimique en extrême surface du matériau qui permet de valider le nettoyage par rapport à l'ancien nettoyage qui est dorénavant interdit et au nouveau. Donc déterminer l'efficacité et ce qui reste en surface. Donc là, ce sont les techniques XPS et TOF-SIMS qui permettent de déterminer cette composition chimique, deux techniques complémentaires. Donc, je ne rentrerai pas dans la théorie des techniques. Donc, vous voyez là sur le tableau de l'analyse quantitative. Donc, l'XPS permet d'avoir une analyse de la teneur des différents éléments qui sont présents en extrême surface, donc 5 à 10 nanomètres. Et de comparer, vous voyez, nettoyage 1, nettoyage 2, de comparer les deux compositions des deux nettoyages différents. Et le TOF-SIMS, quant à lui, permet d'avoir plus de sensibilité et d'aller regarder les traces, les résidus de nettoyage avec les composés qu'on a pu utiliser. Donc, vous voyez sur la droite, on a la signature moléculaire du détergent A, la signature moléculaire du détergent B. Et sur la gauche, on a le spectre TOF-SIMS de la surface du matériau. On peut déterminer qu'on a encore un mélange de résidus du détergent A et du détergent B. Donc, on a un souci de rinçage de ces détergents-là qui auraient dû être éliminés par le rinçage. Donc, un mauvais rinçage de cette surface de matériau. Et dans ce cas-là, les entreprises qui vous sollicitent, elles ont un procédé et donc avec un rinçage qui va être plus ou moins efficace. Elles doivent voir si effectivement leur procédé est bon. C'est ça. Et est-ce que vous avez constaté des évolutions dans le cadre de REACH sur différentes analyses justement de différents d'autres solvants ou d'autres procédés qui arrivent finalement? En général, voilà, les solvants palliatifs sont moins efficaces que les solvants qui sont interdits. Donc après, voilà, il faut faire plusieurs bains de solvants. Voilà, après, c'est complètement un protocole de nettoyage. Du nettoyage, en fait, le fait de remplacer une substance interdite par une autre, ça a des incidences bien entendu en termes d'efficacité qui nécessitent des analyses complémentaires. On accompagne analytiquement les industriels pour obtenir la même cible qu'ils avaient avec les solvants malheureusement interdits. D'accord. Et ça, est-ce qu'ils en ont une conscience au démarrage? Est-ce qu'ils pensent qu'il va y avoir des difficultés? Oui. Ils sont déjà au courant. D'accord. Ils savent que malheureusement, c'est interdit, donc ils sont obligés d'y passer. Mais oui, ils savent que l'efficacité, ça allait bien jusqu'à présent. Malheureusement, voilà, la directive fait qu'ils ne peuvent plus, à un certain moment, voilà, ils seront obligés d'y passer. Et ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que certaines sociétés en ont pris conscience et essayent difficilement d'atteindre la même cible qu'ils avaient avec les solvants interdits. Et est-ce que parfois ce sont des projets qui ont été, issus de projets FUI et qui arrivent finalement en bout de chaîne, entre guillemets, pour être analysés, et là vous pouvez effectivement intervenir? On est toujours en support, en finalité. D'accord. Très bien. Donc, bien entendu, là, j'ai cité que deux études de cas. On en a plein d'autres. Donc, je vous en parlais avec la directive RoHS.
avec les substances notamment sur… donc ROHS, par contre, c'est un petit domaine de REACH en fait. C'est limité au domaine des équipements électriques et électroniques avec interdiction du plomb, du mercure, du cadmium. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On vérifie toujours la composition chimique des revêtements de type étamage et des soudures notamment. Donc vérifier qu'il n'y a plus d'étain dans les soudures et vérifier les soudures qui ne tiennent pas, pourquoi. Voilà, on est toujours en support analytique de ces process qui sont amenés à évoluer par les directives. Et on valide voilà, la composition chimique des nouveaux traitements de revêtement avec toujours une information quantitative et chimique et donc le couplage de plusieurs techniques d'analyse de surface qui est impératif. Donc, au niveau des projets FUI, là, ce support analytique que nous avons pour nos clients industriels, nous l'avons également pour les projets FUI, où, par exemple, nous sommes confrontés de plus en plus à l'élaboration de nouveaux revêtements par des partenaires. Et nous intervenons pour analyser ces nouveaux revêtements, voir éventuellement s'il n'y a pas des produits de dégradation qui se forment et également échanger avec des cabinets, notamment comme BeReach, pour savoir si ces futurs revêtements seront conformes ou non à la réglementation REACH. Donc voilà notre valeur ajoutée dans les projets type FUI. Oui, parce qu'en effet, pour avoir regardé un petit peu les projets qui sont montés, en fait, il y a beaucoup d'attentes finalement sur les nouveaux revêtements, des propriétés accrues, des résistances thermiques extraordinaires. Voilà, donc c'est effectivement difficile d'arriver à avoir ces caractéristiques avec des produits finalement naturels. Enfin, c'est un enjeu important. Donc, je crois que ce qu'on se disait, c'est qu'il y avait de plus en plus finalement de questionnements sur valider les nouveaux choix qui sont faits pour arriver à ces matériaux extrêmement performants. Tout à fait. Mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Dans les projets FUI, ce qu'on vise essentiellement, c'est arriver au même niveau de performance que les anciens traitements, revêtements, etc., qui sont interdits maintenant dans la réglementation REACH. Et après, essayer de faire mieux, oui, éventuellement, mais essayer déjà, à la base, de faire aussi bien. D'accord, bah ça c'est effectivement intéressant. Moi, je n'avais pas forcément cette vision-là, mais c'est sûr. Bon, on fera aussi bien avec quelque chose qui respectera l'environnement, ce qui est un bel enjeu en soi. Très bien. Et puis vous pouvez… voilà. Donc vous pouvez retrouver, on a plein de fiches d'application, donc en accord avec nos clients, sur des études de cas de tout domaine que vous pouvez retrouver sur notre site web www.science-et-surface.fr et puis des news avec LinkedIn, Science et Surface. Ouais. Très bien. Merci beaucoup Delphine pour cette intervention. Merci Céline également. Charlotte, est-ce que tu nous entends ? Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Alors, pas de façon très forte parce que j'avais un peu baissé le son. Attends, je vais remonter le son pour toi et je vais passer sur ton image. Donc, je ne vois pas encore, on ne te voit pas encore. Là, on voit… Pourquoi tu me vois ? Ah, d'accord. Tu veux que je fasse ta présentation, c'est ça ? Bonjour à tous. Ah, voilà. Bonjour. Bonjour Charlotte. Alors, est-ce que tu vas passer ma présentation parce que je ne sais pas faire. Ok. On a revu hier. Attends, c'est ça. Alors, attends. Du coup, voilà. Voilà, Charlotte, ta présentation est en ligne. Merci. Donc, quelques mots pour parler un petit peu de ce séminaire BeReach. Voilà, page d'introduction, juste pour dire que je fais partie du pôle de compétitivité plasturgie. Si tu peux passer à la seconde. On arrive là. Voilà. Voilà, bon. Donc l'idée, là, je voulais en un slide quand même rappeler le modèle des pôles de compétitivité qui sont sur la base de clusters, on entend beaucoup le terme cluster, et qui se positionnent effectivement au centre de 3 dimensions, une dimension industrielle, une dimension scientifique et une dimension publique, c'est-à-dire du financement. Donc,
qui permet effectivement de développer cette innovation à la croisée, on va dire, de ces chemins. Il y a de plus en plus de gens qui parlent de typologie de cluster, de pourquoi est-ce que ça génère de l'innovation. Et je pensais que c'était intéressant de revenir rapidement là-dessus. La suivante. Alors pour situer la dimension d'innovation du pôle Plastipolis, donc depuis maintenant 12 ans, parce que les pôles ont été créés en 2005, il y a plus de 184 projets qui ont été financés au total et labellisés par le pôle Plastipolis, donc définis par rapport à une feuille de route, par rapport à une thématique d'innovation qui nous paraît importante dans le domaine des matières plastiques. Donc on a 4 DAS qui sont plus ou moins là-dessus, un DAS matériaux avancés, un DAS qui va être, alors DAS domaine d'action spécifique, un deuxième DAS qui va être sur les procédés, le troisième sur ce qu'on a appelé nous l'écoplasturgie, donc autant du recyclage que de la revalorisation diverse des matières, et dans lequel on va mettre toute la problématique liée à l'environnement, et notamment le remplacement des substances, par exemple, dangereuses. Et puis un DAS qui est cette fois-ci moins important là dans ce séminaire-là, sur les smart products, ce qu'on appelle les produits plastiques intelligents. Quoique, parce qu'en fait, avec le développement de tous les matériaux et produits issus de la plastronique, on pense qu'il va y avoir à terme, mais sur le très long terme, parce qu'on est sur des volumes vraiment confidentiels aujourd'hui, des choses à éliminer, parce qu'on va rajouter par exemple des particules d'or sur les pièces plastiques, et on sait très bien que ces particules, il faudra peut-être pas les laisser n'importe où dans les décharges. Donc voilà, un aperçu global donc des projets. Page suivante, Marine. Donc là, j'ai voulu mettre une répartition finalement, là, sur nos 184 projets, quels sont les projets que j'ai appelés les reachable, c'est-à-dire ceux dans lesquels on a un impact, en fait. On a une relation relativement directe entre nos projets et REACH. Alors c'est assez étonnant, c'est super faible, parce qu'on arrive à 7% des projets qui tiennent en compte REACH. Et en fait, tout simplement parce qu'en fait, REACH, il n'est pas au niveau du plastique, il est au niveau des formulateurs amont, en fait. Il va être peut-être dans des traitements poudre ou des revêtements de surface dans lesquels on va rajouter des particules qui vont potentiellement poser des problèmes, donc ils vont être suivis par REACH, mais en fait, dans la formulation des plastiques, finalement, et même les compounders, leur problématique, c'est d'acheter des choses qui sont compatibles avec REACH, mais eux ne vont pas les transformer parce qu'ils ne vont pas ajouter de nouveaux matériaux. Alors malgré tout, sur ces 14 projets, j'ai ciblé en termes de typologie d'appel à projet. Donc on a 6 projets ANR, on a 7 projets type FUI, donc plutôt industriel, et puis un projet ADEME. Donc parmi ces projets, on se trouve surtout sur des nouveaux types de matériaux, alors ce que j'ai appelé les nouveaux concepts de polymérisation, c'est-à-dire qu'on est dans ce qu'ils appellent les polymérisations in situ, où là on va avoir des micro-réacteurs à l'intérieur, on va dire, du système, soit de la machine d'extrusion par exemple, soit même carrément au niveau de la pièce. Enfin, c'est des projets relativement amont, c'est pour ça qu'on les appelle souvent les ANR. On va aussi avoir dans ces types de projets des nouveaux types d'additifs. Alors, basés parfois sur ces nouveaux concepts de polymères d'ailleurs, avec l'un des projets qui s'appelle Repeat notamment, où on va créer des additifs nouveaux en se disant on va remplacer ces additifs qui vont ne plus être critiques d'un point de vue environnemental par des additifs qui sont aujourd'hui utilisés et qui n'ont pas de substitut. Donc on a quelques projets de substituts. On peut citer le projet Acosite. Bon, j'ai pas fait de présentation particulière, mais on voulait remplacer le styrène. Alors on n'est pas tout à fait dans le REACH, mais bon, un petit peu. C'est-à-dire qu'on veut améliorer la sécurité sanitaire des personnes qui vont utiliser ces produits. Et puis on a dans les autres types de projets des procédés qui permettent donc l'utilisation de produits moins nocifs. Par exemple, on a un projet sur la peinture poudre
Et l'intérêt de cette peinture poudre, c'est qu'on n'utilise plus de solvant. Donc on va réduire fortement le nombre de produits potentiellement nocifs et qu'on va être obligé de retraiter dans les eaux ou dans les aérations. Donc voilà un petit peu le panorama. On connaît bien Sciences et Surface qui sont dans plusieurs de nos projets. Ce que j'avais dit en préparation de ce séminaire, c'est que finalement, les projets où on a un impact sur Reach, les partenaires vont directement en fait travailler en interne et ça va pas être le cœur des projets Plastipolis. Mais on sait très bien qu'on a plusieurs compounders ou utilisateurs de matière qui se sont mis avec la conformité Reach, ça c'est évident, mais c'est pas le cœur, on va dire, de nos projets. Alors je voulais... Charlotte, ça veut dire que la question de Reach n'est pas forcément abordée dans le cadre du montage du dossier. Enfin, l'idée de se dire, est-ce qu'on est sûr qu'on sera conforme à Reach et est-ce qu'on met en place une procédure pour s'en assurer avant le projet? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est réfléchi au niveau du montage de dossier? Alors souvent on en parle de l'aspect environnemental et Reach, et généralement les gens le traitent eux-mêmes, mais c'est toujours une réflexion qu'on a en disant est-ce que ça peut pas poser un problème, et les gens disent non, bon hop c'est bon, on passe à autre chose, et les gens l'intègrent eux-mêmes, mais c'est évident que ça fait partie des points clés pour d'une part que le projet puisse passer, qu'on ait réfléchi et qu'il n'y ait pas de gros risques, et d'autre part que la solution elle soit industrialisable. Parce que si on arrive au dernier moment avec un problème Reach, c'est sûr que là, on ne peut pas le mettre sur le marché. Et donc, de votre côté, en fait, il n'y a pas de... vous n'avez pas cette problématique-là parce que vous avez abordé le sujet finalement en amont. Aujourd'hui, oui, ça ne se pose pas. C'est vrai. Okay. C'est vrai. Bien. Alors, pour justement aller un petit peu plus loin et expliquer comment on peut avancer et éviter les risques critiques d'industrialisation des procédés. Donc j'ai fait un dernier slide qui est un peu éloigné peut-être du sujet Reach, quoique, parce qu'à chaque fois c'est pas si évident. Comment réussir l'industrialisation des projets d'innovation? En fait, là, j'ai pris l'exemple de 3 projets et je me rends compte que finalement, les projets qui permettent d'anticiper, on va dire, l'industrialisation des innovations proposées sont assez proches des projets produits. Donc, on a par exemple, voilà, j'ai cité 3 projets, le projet Prima, le projet Composite Cab ou le projet Plastronic, qui vont en fait utiliser l'idée d'anticiper énormément l'industrialisation en interne. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'informer et de prendre en compte les différents métiers internes à l'entreprise pour recueillir leurs doléances et leurs craintes potentielles. Donc ça peut être Reach, ça peut être autre chose, et pouvoir donc cibler quelles sont les données qui sont susceptibles de les impacter. Ça peut être aussi le ROHS ou des choses comme ça. Et en fait, en les intégrant assez tôt, dès la première année du projet, on va faire attention à bien réaliser les bonnes tâches et lever les bons risques pour dire qu'à la fin du projet, finalement, on va pouvoir industrialiser sans trop de problèmes. On n'a plus qu'à gérer, entre guillemets, le scale-up, mais on ne va pas mettre le doigt sur quelque chose qui est impensable. Et il y a plusieurs entreprises qui ont vraiment mis ça au cœur de leur stratégie, notamment donc l'entreprise Arémon dans le projet Prima, et puis l'entreprise Radial dans le projet Plastronic et dans les autres projets qu'ils utilisent. Au cœur de leur stratégie d'innovation, ils ont vraiment cette dimension environnementale importante qui est réfléchie au tout début. Soit il n'y a pas du tout d'impact et il n'y a pas de souci, mais s'il y a des impacts, on le regarde. Et ça veut dire que concrètement, il y a d'autres interlocuteurs de l'entreprise, ceux qui sont plus en lien avec l'industrialisation, qui interviennent au niveau du projet, de certaines réunions, par exemple? Alors, ils n'interviennent pas dans les réunions multipartenaires, mais par contre, ce qui est essentiel, c'est qu'un partenaire de projet collaboratif, il doit mener un travail en interne et il doit faire en fait du collaboratif, mais interne à l'entreprise, avec vraiment différents métiers pour être sûr de s'approprier son projet et que l'entreprise soit active et attentive par rapport à cette nouvelle innovation. Est-ce que chez Sciences et Surface, vous avez également
des exemples de projets dans lesquels il y aurait eu cette effectivement prise en compte un peu générale à l'intérieur de l'entreprise pour intégrer l'industrialisation en amont? Alors, par rapport à Rich, Rich ou même à d'autres, enfin l'industrialisation au sens large, comme le présentait Charlotte. ah ben, nécessairement, oui. On a, les personnes qui participent à ce genre de projet ont déjà fait une sorte de brainstorming interne pour savoir les besoins qu'ils recherchent et éventuellement la mutualisation des compétences par rapport à d'autres industriels ou d'autres laboratoires universitaires, bien sûr. Ok, très bien. Est-ce que tu avais d'autres éléments, Charlotte, que tu voulais… Non, je laisse la parole au suivant. Très bien. Alors, si vous avez des questions, là, je parle à nos auditeurs pour Charlotte, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et puis, on va avancer dans la présentation avec la présentation de Philippe Néraud de la société Birich. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à vous. Philippe. Bonjour. Donc, juste rapidement, pour présenter un peu Birich, notre métier, c'est d'aider les entreprises à savoir s'ils sont conformes d'un point de vue risque chimique et puis éventuellement leur proposer des solutions. Pourquoi agir maintenant? Tout le monde se préoccupe. D'ailleurs, j'ai de plus en plus de coups de fil d'entreprises actuellement qui sont très inquiètes pour mai 2018, qui s'y prennent déjà, même je pense presque un peu trop tard. Qu'est-ce qui se passe en mai 2018? Tu peux nous rappeler? La réglementation REACH change au niveau des produits et des substances chimiques, puisque ça va concerner maintenant tous les produits même inférieurs à 1 tonne de consommation par an. Donc, tout le monde est concerné, producteurs, fournisseurs, clients, et c'est un bouleversement énorme puisqu'il y a à peu près 23 000 substances qui restent à enregistrer, et voire même à pré-enregistrer, puisque aujourd'hui, les taux de pré-enregistrement sont même très faibles. Donc, l'idée, c'est d'anticiper d'éventuellement changements de process ou substitution de produits, puisque, comme on en a parlé jusqu'à présent, les produits qui vont être interdits, il va falloir les remplacer. Et l'idée, c'est de les remplacer au moins aussi bien. Je ne suis pas chimiste, hein, mais il paraît que 2 produits chimiques, c'est compliqué d'avoir des équivalences, quoi. Donc, il y a toujours quelque chose qui est différent. Donc, du coup, on pense aussi au changement de process, puisque demain, comme en parlait aussi Charlotte, pourquoi faire une peinture avec du solvant alors qu'on pourrait éventuellement la faire en poudre. Donc, c'est toutes ces choses-là qui doivent évoluer et que l'entreprise doit prendre en compte. Donc, prendre en compte la REACH, c'est connaître les évolutions des classements des substances. C'est aussi, faut pas rêver, hein, ça permet de diminuer les coûts, hein, puisque si on maîtrise bien nos substances, on va aussi s'assurer que notre chaîne d'approvisionnement est respectée et qu'on n'aura pas de rupture, hein. Aujourd'hui, en particulier l'automobile, qui ne sont pas des philanthropes, leur principale inquiétude aujourd'hui, c'est est-ce que demain ils auront de la matière? Est-ce qu'ils auront des produits et des substances pour continuer à fabriquer des voitures? Donc, l'anticipation qui va nous permettre d'innover sur ces nouvelles préparations, ces nouveaux process, tout ça, on travaille en particulier au niveau de l'innovation et des appels à projets, des FUI entre autres, les ANR aussi fortement. Un exemple de prise en compte, un des derniers projets sur lesquels on a travaillé en termes de réglementation et de conformité à la réglementation, c'était sur les déchets.
on va pas dire les déchets ultimes, mais presque. Et en tous les cas, l'idée étant de transformer ces déchets en énergie, en récupérant les fumées, les cendres et autres, et en mesurant justement toute l'efficacité énergétique qu'on allait pouvoir récupérer via ces incinérateurs de nouveaux types, qui permettent de valoriser l'énergie via la chaleur, l'électricité, mais aussi tout ce qui est récupération des divers déchets. Donc là, on va analyser tous ces déchets, on va analyser les rejets de fumée, on va analyser les cendres, on va analyser, c'est des laboratoires qui vont faire ça, et nous, on va analyser les résultats pour voir en fait si on répond aux directives, on répond aux différents règlements, lois et autres, mais aussi aux exigences des industriels, puisqu'il y a des industriels comme LVMH et autres qui vont plus loin que la réglementation en REACH. Mais une attention particulière sur la conformité des procédés, parce que dans la boucle, c'est là où on intervient, c'est qu'on va aller regarder tout ce qui est effluent, tout ce qui est entrant, vis-à-vis de la réglementation. Enfin, tout ça, évidemment, du début du projet, pendant toute la durée du projet et sur les produits finaux. Donc ça, ce lot 5.1, c'est quelque chose qui a été intégré à un projet en cours de montage pour justement prendre en compte cette problématique-là. Est-ce que vous avez déjà vu des choses comme ça dans certains des projets FUI? Je m'adresse à Sciences et Surface. Nous, le souci qu'on rencontre, c'est que dans les projets FUI, on n'intègre pas déjà la problématique de REACH. Donc, on n'a pas vu de ce genre de lot pour le moment. Mais c'est vrai qu'il serait intéressant d'intégrer directement, lors des montages des projets FUI, un lot sur la réglementation REACH et sur, effectivement, le cycle des matériaux. Qu'est-ce qu'il en sort une fois que le revêtement, le matériau a été créé? Et ben, comment on le traite après, en fin de vie? Oui, tout à fait. Et même lors de son utilisation, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ok, donc c'est pas encore vraiment le cas, c'est pas encore, on n'a pas encore ce type de lot de prise en compte dans sur projet, nos projets et sur ceux que nous sommes en train de monter, non, pas du tout. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, alors je suis en train de regarder en parallèle les questions de chat. Donc on n'a pas de questions sur les présentations jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez des commentaires à formuler par rapport à ce qui a été dit? Est-ce que vous avez des éléments que vous souhaitez rajouter à la discussion? Simplement bien insister sur le fait que pour les futurs montages de projets, il est vraiment intéressant de s'intéresser à REACH parce que effectivement, je rejoins tout à fait Charlotte, si on crée un nouveau matériau ou si on crée de nouveaux traitements de surface, si ensuite on s'aperçoit au bout de 3-4 ans de projet que ce n'est pas industrialisable, ça veut dire qu'en gros, on a perdu notre temps, quoi. Donc effectivement, c'est maintenant qu'il faut réellement intégrer cette donnée-là et ça ne sera pas dans 2-3 ans. Également, la réglementation évolue avec le temps. Donc, un projet, c'est 3-4 ans. Dans 3-4 ans, la REACH est amenée à évoluer. Complètement. Oui, de plus en plus drastique. Donc, ça, il faut vraiment le prendre en compte et c'est important. Et surtout, l'anticiper. Oui, l'anticipation, c'est vraiment le maître mot. Plus on anticipe, plus on a des chances de trouver une solution. Et la bonne solution. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, c'était le but justement du séminaire de pouvoir mettre l'accent sur cette question-là, cette anticipation, d'essayer de trouver des moyens de le faire dans des bonnes conditions et notamment en intégrant une partie dès le montage du dossier. Et on comprend bien en effet que d'un côté, on a des projets qui vont durer 4-5 ans et de l'autre, une réglementation qui évolue finalement presque au jour le jour. Moi, j'ai été regarder effectivement l'actualité et pratiquement tous les jours, il y a une substance qui se voit interdite. Donc, on est sur des timings qui font qu'on est obligé d'être en prise directe finalement avec la réglementation pendant le projet.
Très bien, écoutez, on n'a pas d'autres questions sur le chat. Je vais simplement prendre quelques minutes pour vous présenter l'agenda du pôle Elastopôle qui nous a envoyé quelques actualités. Alors, attendez, hop, voilà. Donc, quelques éléments sur les journées axes du pôle Elastopôle. Donc, les journées techniques du pôle. Vous avez 3 journées, en fait, qui vont avoir lieu là d'ici la fin 2017. Une journée qui concerne l'axe procédé, qui aura donc pour objet l'industrie du futur et qui se passe le 22 mars à Rueil-Malmaison. Ensuite, une autre journée qui porte plus sur les nanomatériaux et applications, et notamment sur les élastomères et dispositifs intelligents. Donc ça, c'est en juin à Orléans. Et puis, sur le 3e axe application, une journée sur les élastomères et le BTP à Nantes, donc plutôt en fin d'année sur novembre 2017. Et puis, d'autres rendez-vous d'Elastopôle. Donc, en mai, Elastopôle tiendra un stand aux rencontres EMI-ICM à Bordeaux. Et puis, lors du FIP à Lyon, Elastopôle propose un stand mutualisé à ses adhérents. Donc, c'est un appel à candidature aux adhérents d'Elastopôle. Donc, ça se passe du 13 au 16 juin. Et puis, donc, le 22 juin, se passera l'Assemblée générale chez Hutchinson. Et puis, fin novembre, les rencontres Elastopôle qui auront lieu à Tours, avec donc des rendez-vous d'affaires de la filière élastomère en partenariat avec Aérocentre. Voilà, donc vous avez du coup quelques éléments sur l'actualité d'Elastopôle. Bien, écoutez, je vous remercie à tous d'être là, d'être venus aujourd'hui à cette présentation à ce web séminaire. Merci à tous les intervenants. Merci à vous, internautes, de nous avoir suivis. Et puis, à bientôt sur Actel Match. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée.